Eh bien, aujourd'hui, je reçois Joël Deplanque qui vit en Bolivie. C'est un entretien qu'on réalise par Skype. J'ai voulu vous le présenter aujourd'hui parce que c'est un bonhomme pas mal intéressant, assez extraordinaire et qui a une expérience que les survivalistes auraient intérêt à écouter et à connaître. Alors, je vous le présente. Joël. Salut Joël. Enchanté d'avoir cet entretien avec toi. Eh bien, moi de même, dès que j'ai vu, j'ai commencé par prendre connaissance de toi avec tes interventions sur mon blog. Et puis, j'ai trouvé ça fascinant. J'ai dit, je veux lui parler. Et puis, je t'ai demandé de me contacter. Et puis, on s'est parlé presque 2 heures. Hier, presque 2 heures. Moi, j'ai presque rien dit, t'es un grand bavard. Hein. Oh, oui, ben oui, tout le monde le sait. Je vois que tu es aussi taquin que moi. Ouais. Pour bavarder, il faut être au moins 2. Oui. Mais non, c'est ce que tu racontais, ce que j'ai lu, les liens que tu m'as envoyés, les livres que tu as écrits, c'est quelque chose. Puis toi, tu as assisté à disons, une situation que peu de gens en Occident ont connue, c'est-à-dire une sorte d'effondrement. Et puis, je vais te demander d'en parler un peu plus tard, mais j'aimerais ça que tu commences par te présenter, dire qui tu es, ton parcours de vie en quelques minutes. Pas besoin de parler de toutes tes conquêtes, juste l'essentiel. Là, déjà, ça va abréger pas mal. Oui, ben c'est ce que je me disais. Donc, voilà, je m'appelle Joël Deplanque, je suis né à Limoges, en France, près de Limoges du Québec, en 1950. Mon père était moniteur parachutiste, donc je suis fils de militaire, et après je suis devenu père de militaire. Ça m'a permis, j'ai vécu en Afrique à l'âge de 8 ans, en 1958 au Sénégal. Après je suis retourné en France, là j'ai suivi école d'agriculture, école de spécialisation forestière, je suis devenu technicien forestier. Lorsque j'ai atteint ma majorité, j'ai obtenu un poste à la frontière des Pyrénées, à Montlouis, près du SNEC, exactement, Centre national d'entraînement commando. J'ai obtenu un poste d'agent de l'Office national des forêts. Je suis resté 13 ans là-bas, j'ai beaucoup fréquenté le Centre national d'entraînement commando. Et quand même, on était à 1700 mètres d'altitude, avec des rafales de neige. J'ai été un petit peu fatigué à un moment de voir passer la neige à l'horizontale. Et avec mon épouse, on a décidé de tenter une aventure tropicale. Donc moi, il me fallait de grands espaces, de la chasse, de la pêche. Par définition, j'ai éliminé l'île de la Réunion, où c'est un petit caillou. Les Antilles, Guadeloupe, Martinique, pareil. Au niveau grands espaces, c'est pas ce qu'il me faut. Ne restait que la Guyane, donc on a postulé pour la Guyane. J'ai obtenu un poste à Saint-Laurent-du-Maroni en 1984. Et là, moi je ne suis pas un type de bureau, c'est le terrain et le terrain. Donc j'ai sillonné la forêt amazonienne et j'en suis tombé véritablement amoureux. Je dirais que c'est le milieu naturel est une des choses la plus belle que j'ai vue jusqu'à présent dans mon existence. J'en suis donc tombé amoureux, je l'ai sillonné en tous sens. Pour ça, j'avais des moniteurs excellents, à savoir les Bushinangé, descendants des Noirs marrons, qui eux-mêmes étaient descendants des anciens esclaves d'Amérique du Sud, d'origine africaine, et également des Amérindiens. Et tout ça, ça se passait en forêt, je vivais avec eux, je partageais les campements, les bivouacs, passionné de chasse. La chasse a été un élément, disons, de soudure qui a su combler les fossés culturels existants. Je n'avais pas peur de me salir la peau, donc on a gommé toutes les différences techniques, etc. Et puis il faut savoir qu'en forêt amazonienne, quand tu es à plusieurs jours de pirogues, des néons, de la civilisation officielle, les relations humaines sont tout autres. Le regard que tu portes sur sur la sociologie est complètement différente. On est tous dans la même pirogue, cas de le dire. Donc je n'avais pas su,
j'avais pas peur de me salir la peau, entre guillemets. Et ces gens-là, ils m'ont ouvert leur livre de la jungle à eux, sans retenue. Et j'ai appris beaucoup de choses de ces gens-là. La plupart étaient analphabètes, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Mais en forêt, avec une machette, c'était les rois de la jungle. Hein. Pas se voiler la face. Moi, ce que j'ai appris de ces gens de la forêt guyanaise, ça m'a permis d'écrire mon manuel du Poussard, dont on pourra parler tout à l'heure, éventuellement. C'est pas des petits blancs avec leur grand short qui arrivaient à l'aéroport de Rochambeau, à Cayenne, qui s'enfermaient dans leur bureau climatisé. Eux, là, ils ne nous si Dieu pour c'était des administrateurs, hein, administrés en Guyane ou en France, c'était pareil. Voilà. Donc, ces gens-là, pour faire un raccourci clavier, ils ne doivent qu'à leur habitude alimentaire de savoir reconnaître un poteau téléphonique d'un pied de salade. Là, il n'y a aucun espoir. Hein. Bureaucrate, c'est tout. Moi, j'étais sur le terrain, au milieu des serpents, des araignées, et toutes les légendes véhiculées sur l'enfer vert. Voilà. Mais l'enfer vert, c'est plutôt un petit paradis sympathique. Quand on commence à savoir le maîtriser. Je dis bien quand on commence, parce qu'en fait, il faudrait plusieurs vies pour en découvrir encore une partie des facettes. Puis c'est quand même important parce que les erreurs dans la forêt amazonienne, ça pardonne peu. Il y a des pièges. Et quand tu es en forêt loin de tout, tu avances en forêt, c'est comme de la navigation sous-marine. Parce que tu es visibilité limitée à 25 mètres, le soleil à travers la canopée, tu le distingues, mais tu ne sais pas trop où il est, les ombres, c'est assez ténu comme luminosité, et le moindre incident technique, j'en sais rien, un lacet de chaussure qui craque, une semelle qui décolle, tout de suite, tu te retrouves avec des problèmes qu'il faut savoir gérer. Et puis des problèmes qui peuvent avoir des conséquences quand même relativement graves. Oui. Parce qu'une blessure dans cette région-là, disons une plaie ouverte, c'est pas comme une plaie ouverte dans une forêt québécoise. Ça doit s'infecter beaucoup plus vite avec aussi des agents pathogènes un petit peu plus méchants, quoi. Ça s'infecte. C'est surtout les blessures par friction. Ça s'infecte très très vite. Mais bon, il y a des essences forestières qui ont extrait la sève, et puis ça se désinfecte assez facilement. Il y en a d'autres, comme le palmier pinot, mais en extrait difficilement quelques gouttes de sève, et c'est un hémostatique. Ça arrête de sève. Ah ouais, ok. Tu as plein d'astuces que je développe dans mon bouquin qui te permettent de te sortir des situations délicates, ou en tout cas de limiter les dégâts. Et toi, tu as vécu en Guyane combien d'années? Un peu plus de 20 ans. 20 ans. Oui. 20 ans, ça veut dire qu'il y avait un début, il y avait une fin. Et entre les deux, c'était plus le même pays, c'était plus la même région, là. Je suis arrivé là-bas le 28 mars 1984. Et c'était encore un petit paradis. D'ailleurs, on employait souvent le terme d'Éden primitif. C'était vraiment bien. Un peu comme la Bolivie maintenant. Tu n'avais pas de délinquance, pas de criminalité, les gens étaient courtois, il y avait beaucoup de convivialité. Tu sortais le soir, on croisait des gens dans la rue, bonjour monsieur, bonjour madame. Il y avait des échanges, il y avait de la communication, sans qu'il y ait l'obstacle ethnique. Il y a beaucoup d'ethnies, tu as des créoles, tu as des noirs, tu as tous les dévalés de noirs et de blancs. Donc tu as plusieurs, j'ai l'horreur du terme communauté, tu as plusieurs, on va dire, collectivités. Mais à l'époque, ça ne posait pas de problème. Et ça a commencé à se dégrader en 1991. De l'autre côté du fleuve Maroni, qui sert de frontière entre la Guyane française et le Suriname, ancienne Guyane hollandaise, il y a eu un conflit entre le narcotrafiquant, à savoir le président surinamais, M. Désir Mukwege, et son garde du corps, Ronnie Brunswick, qui a pris le maquis, qui a commencé à faire une guérilla.
Donc là, en Guyane, on a commencé à ramasser un paquet, on va appeler ça des PPDS, population provisoirement déplacée du Suriname, c'était des réfugiés. En réalité, c'était plus des touristes que des réfugiés. Et moi, je bénéficiais d'un poste d'observation que je qualifié de privilégié, en ce sens que les camps de ces réfugiés étaient dans l'espace forestier que j'étais supposé surveiller. Donc là, j'ai vu des choses qui dépassaient l'entendement. La population, lorsque ces réfugiés sont contentés de traverser le fleuve Maroni, c'est 3 minutes de pirogue, ils arrivent. Donc la population fait preuve de solidarité. On commence à leur donner des vêtements, des couvertures, des trucs d'attitude humaine, classique, normale, de solidarité. Ouais, ils ont commencé à râler parce qu'il y avait certains petits trous dans les vêtements, etc. Après, la nourriture qu'on leur donnait n'était pas bonne. Désolé, mais j'ai un copain qui habitait dans la proximité d'un camp. Ces chiens, ils étaient prêts à exploser parce que les réfugiés ne voulaient pas de cailles au raisin. Donc les chiens du copain, ils mangeaient des cailles au raisin. Ils commençaient à être sérieusement ballonnés. Ben, dis donc, ils sont difficiles, ils ont des goûts délicats. Quand tu es réfugié, tu as des goûts de luxe. Ça me rappelle des migrants. C'est une mécanique. Ouais. Vaguement. Voilà, pratiquement. Donc, alors, à coups de camion, on leur donnait des boîtes de conserve, etc. Et ces boîtes, cette nourriture, ils la revendaient aux commerçants chinois de la place. Ils traversaient même le fleuve Maroni pour revendre cette nourriture aux militaires surinamais qui étaient supposés les tuer. Voilà. Et donc, la sous-préfecture ou la préfecture a pris une décision énergique. Ils ont décidé de faire des trous, des petits trous dans les boîtes de conserve. Ça a déclenché aussitôt une manifestation, blocage de route, etc. Donc, on n'a plus fait de trous dans les boîtes de conserve. Ensuite de ça, les réfugiés, ils ont volé un camion chargé de nourriture. Et ils ont livré cette nourriture avec le camion volé aux commerçants chinois de Saint-Laurent du Maroni. Pas de réaction, parce que là-bas, la politique, pas de vague. Ensuite, on a vu un légionnaire qui a demandé à des réfugiés de décharger des pirogues de nourriture. Oh non, non, nous on ne veut pas, on est réfugiés. Donc ce légionnaire, il s'est fait taper sur les doigts parce qu'il avait osé demander aux réfugiés de travailler un petit peu. Les réfugiés, ils ont commencé à construire des maisons en dur. Ils prennent un bout de terrain, ils construisent en dur. La France n'a rien dit. Sans permission, sans titre de propriété, sans respect des règlements d'urbanisme, à la sauvage. Là. Voilà. Chez moi, je m'installe, puis terminé. Et ça s'est fini, il y avait tellement de vols d'insécurité dans ces camps de réfugiés, que c'était les militaires qui ont posé des barbelés autour de leur campement. Les militaires chargés de surveiller les réfugiés, ils étaient derrière des barbelés. Voilà. Possible. Et puis maintenant, bon, il n'y a plus de réfugiés, ils sont tous guyanais. Ils sont noyés dans la population. Ça a fait qu'à Saint-Laurent-du-Maroni, on n'a plus parlé créole, mais le Tramantongo, le Bouchinangué, le Taki-Taki, parlé par les Bouchinangués sur le fleuve. Bon, voilà. Donc, le premier truc, et puis ça a généré un petit peu d'insécurité. Il y a eu des mondes, c'est les réfugiés du sud-est asiatique, cambodgiens, qui ont des cultures à côté, il y a eu des vols, il y a eu des viols, des meurtres, etc. Bon. Ça me semble, excuse-moi, ça me semble un peu familier. Il me semble que j'entends ça venant de France, de Suède, d'Allemagne. Mais c'est peut-être moi qui fais des liens nauséabonds. C'est exactement le même cheminement. À partir du moment où une délinquance, quelle qu'elle soit, ne rencontre aucune résistance en face, elle continue à progresser. Ben oui. Si tu tues le serpent dans l'œuf, tu dégaines ta matraque tout de suite et tu t'en sers, mais vraiment en consciencieusement. Terminé, l'ordre règne. Mais là, il n'y a rien. Et en plus, après est arrivé l'orpaillage clandestin. Il y a un gars, il a eu l'idée d'aller retravailler sur les anciens placers des sols qui avaient déjà été travaillés, dont on avait extrait l'or avec des technologies
moins performante qu'actuellement. Ce mec-là, il a trouvé à peu près 1 kilo d'or, et tout de suite, ça a déclenché une invasion. Alors actuellement, on se retrouve en Guyane avec à peu près entre 20 et 30 000 garimperos clandestins qui écument la forêt, qui est pillée, c'est pollué au mercure, il y a de la prostitution en quantité, du trafic de drogue, du sida, des meurtres à l'appel, mais comme ça se passe en forêt amazonienne profonde, c'est pas visible. Donc, c'est pas très médiatisé aussi. Et moi, à l'époque, j'avais quitté l'ONF parce qu'il y a eu des magouilles, des combines administratives, tout pas possible. J'ai donné ma démission et comme j'avais senti venir le vent, avec ma femme, on avait monté un magasin qui fonctionnait très très bien, qui était vachement connu et qui s'appelait Le Vieux Broussard, comme par hasard. Donc c'était une armurerie, là j'étais un peu plus dans, j'étais aussi dans mon élément. Ça marchait très très bien et c'était aussi pour moi un poste d'observation aussi privilégié que lorsque j'étais dans l'administration forestière. Et ma connaissance de la forêt m'a beaucoup aidé en ce sens qu'elle m'a permis de développer très rapidement et très fortement ce commerce. Pour te donner une idée, on vendait plus de 30 tonnes de munitions par an. 30 tonnes quand même. 30 tonnes métriques, 30 000 kilos. Donc j'avais un poste d'observation, j'étais juste en face de la gendarmerie. Et là, j'ai vu des trucs hallucinants avec l'orpaillage clandestin. Comment résumer ça? La Guyane, c'est un département français, donc qui vit sous le régime de la législation française. Mais la délinquance qui rentre en Guyane, c'est sud-américain. Et eux, ils ont une lecture complètement différente des droits de l'homme. Je croyais que c'était universel. Oui, tu sais, comme dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ah oui, c'est universel. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas trop lire, c'est moins universel que pour les autres. Donc, ces gens-là, ils arrivent chez nous, qui, comme ils trouvent très peu de résistance, ou pas de résistance du tout, ou même parfois de la collaboration, parce que un garimpero clandestin qui n'a pas de papier, qui n'a rien du tout, et qui arrive à avoir des prêts bancaires pour acheter une pelle mécanique, ça me paraît un peu quand même bizarre. Hein? Ouais. Bon. Donc il y a une invasion de Brésiliens par le sud qui est arrivée et puis qui s'est trouvé à un moment donné confronté au Bushinengue qui vit le long du Maroni. Là, ils ont commencé à se foutre sur la gueule. Et chacun sait que l'or, l'histoire de l'or, c'est du sang, de la violence, un peu de métal. Et ça a créé des conflits quand même assez importants. Mais tout ça, ça se passe dans la forêt. Oui. Mais ça a quand même des répercussions vers les zones habitées, les zones urbaines. Ben oui, évidemment. Mais si tu veux, ça a un impact positif au niveau commercial. Oui, forcément. Voilà. Mais négatif au niveau sécuritaire. Au niveau sécuritaire et social, c'est catastrophique. Et il y avait un préfet. Bon, moi je veux bien croire qu'il soit limité dans son action par la législation française qui est complètement inadaptée. Mais il a pris la décision de mandater un Bushinengue, que je connais très bien, que tu as vu sur la vidéo, la loi de la jungle, je communiqué le lien, c'est Jean Bénin, un Bushinengue qui fait de l'orpaillage et qui était en conflit avec les Brésiliens. Donc le préfet lui a confié, lui a donné carte blanche, disons, pour limiter, pour réduire l'arrivée des Brésiliens. Ça a donné lieu à pas mal d'assassinats brésiliens, etc. Bon. Et ce gars-là, il s'est senti pousser des ailes. Moi, j'ai vu de mes yeux la pirogue officielle de la préfecture, en drapeau français, couleur bleu, blanc, rouge, et les airs de flûte habituels. Tambour et clairon. Ouais, beaucoup de clinquants. Sur le fleuve Maroni, avec de part et d'autre les hommes de Jean Bénin, Kalachnikov ou fusil d'assaut en bandoulière, qui accompagnaient la pirogue préfectorale en jet ski. Après, on vient te dire, ouais, la France, elle est à quoi? Il y a quand même un os dans le boudin, quelque part. Ouais. Il faut savoir que ces gentils orpailleurs, ils ont créé des villes en pleine forêt.
où tu as dentiste, tu as plusieurs églises, tu as des docteurs, tu as des bars, tu as des boîtes de nuit, tu as tout ce que tu veux. Là-bas, tout se paye en or. Même au magasin, nous on acceptait les paiements en or. Le mec, il vient acheter un fusil, s'il a des papiers comme quoi il en rêve, on lui vend le fusil, il n'a pas d'argent, il paye en or, on a une balance, on pèse, d'abord on regarde qu'il n'y a pas trop d'impureté. On acceptait les paiements en or. Les prostituées se font payer en or. Dès qu'elles ont un peu de pognon, elles partent, elles rejoignent le Brésil à pied à travers la forêt amazonienne. Wow. Si elles ne se font pas tuer avant, parce que dès qu'elles sont supposées détenir un peu d'or, elles se font assassiner et puis on leur vole l'or. Tu as des mines, il y en a une, c'est que des drogués là-dedans. Les conventions collectives, je t'expliquais ça hier, je crois, une fois par mois, les mecs qui se réunissent et ils désignent celui qui a le moins travaillé. Le plus peignant de la bande, boum, il tue. Et ça recommence à bosser. Donc, si tu veux, c'est assez motivant comme technique. C'est loin des conditions syndicales qu'on retrouve en Occident, où là, c'est plutôt le moins travaillant qui est protégé. Il y a des moments où je serais tenté de les appliquer à nos hommes politiques. Ça serait pas une mauvaise idée, le syndicat des politiciens, ouais. Ouais, ça dynamiserait un petit peu au niveau des actions. Ça serait assez motivant, je pense. Ben, tu sais, les Grecs avaient quelque chose de similaire avec l'ostracisme à 10 ans de bannissement. Tu faisais pas l'affaire comme politicien, pouf, banni pendant 10 ans. Voilà. Ouais. Ben, 10 ans, c'est pas assez long. Non. Pour l'éternité, ça serait mieux. Appliquer le système guyanais de la double peine. Ouais. Tu es condamné à 8 ans de bagne, il faut que tu restes au moins 8 ans en Guyane après ta libération. Ouais, ça serait bien. Bon, enfin, si tu veux, j'ai connu cette dégradation. Et petit à petit, ce paradis, c'est devenu un enfer. Actuellement, la Guyane, c'est un coup de gorge. On estime en moyenne entre 10 et 15 meurtres de Garine Perrault par semaine sur les sites d'empaillage. Mais ça, personne n'en parle. Et il y a un employé de la poste guyanaise, un indépendantiste guyanais, c'est son droit, qui a démissionné de la poste et qui a créé une compagnie d'empaillage légale. Et il y a un reportage qui traîne sur Internet, là où il dit que quand il déboise une parcelle de forêt pour étendre son exploitation aurifère, il pousse les cadavres au bulldozer. On en est là. Mais à la télé, le discours formaté, le discours officiel, on vient de casser les couilles, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, avec la notion d'état de droit. C'est l'état de droit. Alors, de temps en temps, tu as un ministre ou un président qui débarque avec 3 ou 4 larbins. Et c'est toujours le même cinéma. C'est les Ray-Ban, costard cravate, chemise blanche. Une petite balade en pirogue sur le fleuve Maroni, on prend des photos, il distribue 2-3 bonbons, et puis voilà. Est-ce que tu parlerais, dans le cas de la Guyane, d'effondrement? Est-ce que ce serait un bon mot? Certainement. On avait pour coutume de dire que la Guyane, c'est la France avec 10 ans d'avance. Et si tu veux, ça s'est vérifié. Et le problème actuellement, c'est que ces 10 ans, ils ont tendance à se contracter. Quand on voit les attentats qu'il y a en France, quand on voit le taux de criminalité, quand on parle des banlieues nord de Marseille pour les trafics de drogue, les meurtres à la Kalachnikov entre délinquants, etc. Ces 10 ans, ils ont tendance à se réduire. Puis bon, maintenant, la Guyane, c'est devenu un coup de gorge. Alors pourquoi ça tient? Ça tient tout simplement parce qu'il y a un taux de fertilité, un taux de reproduction, disons-le, qui est assez élevé. Donc, il y a beaucoup de gamins, etc. Il faut les scolariser, il faut les loger, il faut construire des maisons pour qu'ils aient un abri. Donc, le marché des locations, le marché de l'immobilier, il marche très bien. Mais c'est tout à fait artificiel.
Parce que c'est l'argent de l'État, dans le fond. Parce qu'en dehors de l'activité spatiale, en dehors de la fusée Ariane qui va dans les satellites, il n'y a rien d'autre. C'est une activité économique monolithe, mais il n'y a que cette seule activité. Et il ne faut surtout pas qu'il y en ait une autre. J'avais emmené un ami chilien qui voulait monter un projet de sillage du granit et qui voulait bénéficier de la façade maritime de la Guyane et du label européen pour vendre tout le granit une fois scié sur l'Europe, sur les États-Unis, l'Afrique, etc. Bon, ça c'était un projet qui était d'une taille supérieure à Ariane. Ah oui. Donc, ouais. Donc en partant du principe que deux crocodiles ne peuvent pas vivre dans le même barbigo, le projet il a été abandonné, c'est écoulé. Mais ça ne les empêche pas de chialer en disant oh, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'industrie, donc il y a un double langage. Si on rajoute à cela que la Guyane conserve encore des stigmates du bagne, en ce sens que bon, ouais, le femme bagne. Il n'y a plus de gouverneurs, c'est des préfets. Mais ils sont là pour pas qu'il y ait de vagues. Il faut que la fusée elle parte sans faire de turbulence. Donc ils achètent la paix sociale à n'importe quel prix. C'est du grand n'importe quoi. D'autre part, les fonctionnaires qui sont mutés en Guyane, c'est souvent des gens qui ont un paquet de casseroles au cul, comme on dit, et ils sont mutés là, c'est une forme de bannissement, comme à l'époque du bac. Bon, est-ce qu'on pourrait dire que c'est peut-être pas les crayons les plus effilés de la boîte qui se retrouvent là? Tout à fait. Par exemple, il y a un responsable de la gendarmerie qui s'est fait coincer en partant de Guyane avec un quad dans son conteneur, des pots de félin protégés, et puis on a parlé aussi de plusieurs kilos d'or. Et bizarrement, on n'en entend plus parler. Bon, monsieur le préfet, là, si vous me regardez, là, vous avez des nouvelles de cette enquête là, vous pouvez nous donner quelques petites informations, ça me ferait plaisir. Parce que là, dans le fond, si je récapitule et si je comprends bien, on a un département français qui fonctionne selon les normes continentales françaises au niveau de l'administration, à peu près, Ouais. ou qui devrait, dans le fond, si c'est un département, il devrait fonctionner comme tous les autres, qui est hautement subventionné, qui reçoit beaucoup d'argent pour maintenir une activité à peu près artificielle, mais une activité quand même. L'État maintient une apparence de suprématie, mais sous la couverture, c'est le chaos. Ah, c'est le chaos complet. C'est même le chaos économique. Par exemple, la Guyane, c'est boisé à 95%. Le reste, c'est des fleuves. Bon, il y a plus de 600 essences forestières différentes. Mais on fait venir de métropole les poteaux téléphoniques. Mais pourquoi? Oui. Il n'y a pas d'essence forestière en Guyane, mais on peut faire des poteaux électriques. Sur les 600, on n'en a pas encore trouvé une. Moi, j'en connais plusieurs. Mais bon. En Guyane, en moyenne, il tombe plus de 2 mètres d'eau par coup. Mais l'eau en bouteille, elle vient des Antilles ou de métropole. Il n'y a pas d'usine d'embouteillage. Ça n'existe pas. Pour donner des places, c'est comme ça. Cayenne, c'est le premier port d'Amérique du Sud exportateur de containers vides. Donc, il y a une volonté quelque part de non-développement. Alors moi, j'avais monté une association, ça s'appelait l'ADEPFOM, c'est tombé en désuétude, et le but de mon association, c'était de conserver la mémoire des gens du fleuve, leur connaissance qu'ils avaient des essences forestières, etc. Et à terme, de créer une école forestière spécifiquement guyanaise, pour conserver cette mémoire. Bon, mais cette mémoire, elle est en train de disparaître avec les générations des gens qui meurent, des anciens du fleuve. D'autre part, l'enseignement qui est transmis dans les écoles, qu'on va qualifier de blanches, et destructeur de cette connaissance. Les jeunes, là, maintenant, ils vont plus à la chasse, ils vont plus à la pêche, ils mangent plus de gibier, ils mangent du poulet congelé. Ils pianotent
sur leur tablette, ça y est, terminé. Et puis à l'école, ils apprennent que papa peut porter une robe et que maman peut avoir un enfant avec une autre femme. Voilà, pas de problème. C'est ça le problème. Donc, si tu veux, il y a une cassure là qui s'est produite. J'étais allé voir notre ancienne sinistre de l'injustice, Madame Taubira. Elle a dégagé, bonne nouvelle. J'étais allé la voir pour lui proposer ça, de créer, et aussi de créer un code forestier spécifique guyanais. Parce qu'en Guyane, c'est comme en Union soviétique. Les terrains, les 90 ou 95 000 km², ça appartient tout à l'État. Bon, il y a quelques petites exceptions, le domaine du CNES, une lance les fusées, une forêt départementale à Patou, il y a l'église catholique aussi qui possède quelques terrains, puis il y a quelques confessions. Mais disons, l'immense majorité, c'est l'Union soviétique. Ben, c'est comme le Québec. Hein. L'immense majorité des forêts est la propriété du gouvernement qui donne des concessions pour l'exploitation. Voilà, ouais. D'ailleurs, c'est un autre sujet, moi je parle souvent d'Union soviétique canadienne. Ben, c'est partout en Occident. Oui. C'est partout en Occident. Oui. Donc, et ces fonctionnaires en Guyane, casse-pas le cul, ils sont souvent très peu efficaces, et ils peuvent être corrompus. Non. J'ai vu des trucs. Pas des fonctionnaires français. Si. Non. Ça peut paraître curieux, c'est curieux. Pas des bons fonctionnaires de la République. Corrompus. Oui. La République. La République, oui. La République. C'est autre chose. J'ai connu des cas, ça fait le plus parfait en fait. Mais donc, si on revient au mot effondrement, tout a l'air de tenir en place, mais en fait, c'est pourri dans ses fondements. Si l'État perdait un peu, juste un peu plus le contrôle, ce serait le chaos partout, là. C'est un château de cartes qui est construit sur une poudrière, en fait. Parce que, imagine que du jour au lendemain, il y a une faillite, un effondrement financier, qui va se produire d'ailleurs, et que la France ne soit plus capable de payer des allocations familiales. Ça y est, tout de suite, c'est un bain de sang avec un aspect ethnique. Parce que ça finit toujours comme ça. Quand tu as des blancs, des noirs, des rouges, quels que soient les mobiles, les arguments, ça finit toujours les blancs d'un côté, les rouges de l'autre, les noirs de l'autre. C'est mécanique. Ben, on va toujours avec les nôtres. Hein. On préfère toujours être avec ceux qui nous ressemblent, c'est normal. C'est un réflexe. C'est comme ça que ça se passe. Et un détail qui a son importance, quand tu demandes à un petit Guyanais de te dessiner une personne, dessine-moi quelqu'un. Il dessine une femme avec une grosse bulle au niveau du ventre et avec un petit bébé à l'intérieur. C'est quand même assez révélateur. Mais ils ont compris qu'avec un gamin, il pouvait s'acheter un vélo, et qu'avec 10, il avait une Mercedes. Donc le choix est vite fait. C'est un peu comme au Québec où les femmes qui sont sur l'aide sociale ont tendance à avoir 3 enfants. Voilà. Rarement un de plus, rarement un de moins, sauf celles qui sont là temporairement, là, par coup de malchance. Mais celles qui font leur vie, parce que c'est le 3e enfant qui est payant et le 4e, il l'est moins. Tout simplement. Je vais faire un mauvais jeu de mots, je vais me faire censurer par les bien-pensants. Moi, j'appelle ça les négricultrices. Voilà, sans aucune allusion raciste, parce que c'est un simple jeu de mots qui résume la situation. Alors, pour te dire un petit peu le niveau d'élargement, les fonctionnaires qui arrivent, ils sont souvent d'origine européenne, française, et ils ne parlent pas le taki-taki, la langue véhiculaire du fleuve Maroni. Alors, tu as une bonne femme qui vient d'accoucher, notre brave fonctionnaire lui dit il est né où le petit? Et elle lui répond Tapsé. Tapsé, en taki-taki, ça veut dire de ce côté du fleuve.
Mais ça n'existe pas, c'est pas un papier. Et notre père est né à Tapsé, France 2. Voilà. Alors, moi, j'ai vendu des armes, c'est à chaque fois que je vends un flingue, je prends le pédigré de la personne, son nom, etc. Alors, né à Tapsé. Et je suis arrivé à la conclusion que Tapsé, c'est juste en face de Tracé. Tracé, c'est l'autre côté. Elle n'est pas belle, la vie. Ah, c'est pas croyable. Et puis, ils savent pas, non? Il n'y a personne qui leur dit? Aux fonctionnaires? Il y a une commune, ça s'appelle Apatou, c'est à 40 km de Saint-Laurent-des-Maroni. La mairie, c'est opération porte ouverte permanente. Et les tampons et documents de jugement déclaratif de naissance. À une époque, c'était accessible au premier connard qui passe. C'est un martien qui descend de sa soucoupe volante, là, il rentre dans la mairie d'Apatou, il prend les tampons, machin, Tartampion, où il est né à Tapsé, par exemple, ouais, le petit homme vert, il repart, il a un gamin qui est français. C'est génial. Ah, c'est pas croyable. Mais pourtant, la France a tellement une tradition légiste et rigoureuse. Moi, j'ai étudié notamment en histoire. J'ai consulté des documents qui dataient d'Ancien Régime, mais je sais que ça s'est poursuivi sous la République. Les gens étaient tatillons quand il s'agissait de faire des descriptions, des inventaires après décès, tout ça. C'était d'une précision redoutable. Et puis là, pouf, c'est l'imprécision absolue. C'est le laxisme. À l'époque, il y avait certainement une conscience qui était plus performante qu'actuellement. Et puis, il y avait davantage de cohésion. Les gens, ils avaient le même objectif. C'était pas multiculturel, déjà, communautariste, divisé, compartimenté, avec les rivalités qui vont avec. Donc, ayant un objectif commun, tout le monde était dans le même bateau et ramait dans la même direction. Tandis que là, comme on dit, c'est l'administration dans toute sa splendeur. C'est le premier qui bande, qui baisse l'autre. Voilà, pas compliqué. Mais là, on s'est entendu pour parler d'effondrement, c'est réellement le cas. Est-ce que les gens pourraient faire quelque chose? Je ne dis pas qu'ils ont la volonté de le faire, mais est-ce qu'ils seraient capables d'inverser la vapeur? Les populations locales. Il y a une petite majorité qui souhaiterait le faire. C'est ce que j'avais voulu faire avec mon association. Moi, je demandais à ce que des terrains soient distribués, 1 hectare aux Français, Guyanais, disons, nationaux. Et que ces gens-là, ils aient enfin la possibilité de construire une maison, aussi modeste soit-elle. De façon à ce que ces gens-là, ils aient quelque chose à défendre, qu'ils soient propriétaires, au lieu d'être assistés permanents, de taper sur des gamelles. Un carnaval, on leur fait croire que c'est de la culture. J'ai été traité de raciste. Ben oui. Qu'à partir du moment où l'individu a quelque chose à défendre, il est propriétaire d'un petit bien, il devient beaucoup plus vindicatif. Oui. Et à ce moment-là, si tu veux, il ne se satisfait plus de l'état d'assistanat dans lequel on le maintient pour le rendre plus malléable. Et il peut se rebeller. Ça développe son esprit critique, son esprit de résistance, et il va se rebeller. Bon, surtout pas. On préfère distribuer des bonbons, payer les gens pour se reproduire, quelle que soit leur couleur de peau. C'est déjà un non-sens au départ. Payer les gens pour se reproduire, on donne des salaires corrects. Alors, si je comprends bien, l'État français tomberait en faillite, disons, dans 2 ans. Il n'y aurait plus les moyens de payer les fonctionnaires, les allocations et tout ça. C'est le chaos immédiat, là. Immédiat. Immédiat. Ben, tu as parlé de guerre probablement ethnique. Qui va les gagner, ces guerres-là? Ben, ça va être une boucherie. Pas compliqué. Un massacre. Et les survivants vont vivre de quoi? Ben, ils vont revenir à déboiser la forêt, faire des abattus, planter des maniocs, des papayes,
Est-ce qu'ils savent encore faire? Le poisson, ils ne pourront pas le manger parce qu'il est pollué par le mercure. Le mercure des orpailleurs. Des orpailleurs. D'ailleurs, la seule réponse qu'a apporté l'État français à ce problème de pollution en métaux lourds, il y a eu des enquêtes de fait et la conclusion qui a été donnée, c'est pas compliqué, il faut que les Amérindiens ils changent de mode alimentaire. Voilà. Que ça. C'est tout. Donc, de temps en temps, ils ont fait une opération harpie. Un guerrier terreau normal, il doit travailler, on va dire, pour 20 grammes d'or par jour. En dessous, il ne travaille pas. Bon, on va réduire ça à 10 grammes. On va être gentil. Tu as 30 000 guerriers terreau. Ça fait 300 000 grammes d'or par jour. Mettons qu'il n'y en ait que 20 000. Ça fait 200 000 grammes, ça fait 200 kilos d'or par jour. C'est énorme. C'est monumental. Ça te fait une tonne, on va dire une tonne par semaine. À la fin de l'année, ça fait au minimum 50 tonnes. Ça, c'est en dessous de la vérité. Mais les saisies d'or et de mercure qui sont opérées sur le terrain, c'est ridicule. C'est quelques grammes. Alors, il va où cet or? Dans le conteneur d'un gradé de la gendarmerie, il va au Brésil, il va où? Tu as vu le reportage que je t'ai donné là? Oui. Il y a un responsable qui dit que madame l'épouse du préfet fait le tour des bijouteries de Cayenne et puis qu'elle casse les prix. C'est quand même assez révélateur, c'est pas moi qui le dis. Hein. Donc, j'avais ces braves gens comme clients. C'était des gardiens de terreau, des casiers judiciaires en plusieurs exemplaires, en plusieurs volumes. Et il fallait faire preuve de l'autorité que la France était incapable d'assurer. Et on va dire 2 fois par semaine, il fallait remettre physiquement les pendules à l'heure. C'était ça ou se faire bouffer. Moi, quand tu parles de pendule, tu parles d'un canon de fusil, là. Tiens, sur mon bureau, j'avais un coach gun, aussi, 12 magnum, chargé à chevrotine, avec commando pied. Le client, il venait souriant, gentiment. Mais si vous pouvez, même les mains en l'air, vous pouvez vous flinguer. On en était amené là. Bon, je sais, il y a un petit soupçon de préméditation. Mais c'est quand même une installation pour assurer mon intégrité physique en cas de problème. Voilà. Mais, si tu veux, je me suis entouré d'une réputation de sale con. Bon, j'avais peut-être de bonnes bases, j'en sais rien. Mais ça m'a permis de ne pas être cambriolé. Moi, les toxicos, jamais ils me demandaient 5 ou 10 euros pour acheter leur drogue. Il y avait un périmètre de sécurité entre eux et moi. Mais bon, à la fin, c'est l'assemble. Moi, je ne suis pas chargé. Je n'ai pas une étoile de shérif. Je ne m'appelle pas de tu dois quand même dormir des fois. Hein? Ouais, voilà. Puis, bon, tôt ou tard, t'en as un qui dégaine de lui. Bon, enfin bon, j'aurais approvisionné le service d'urgence sans choix. Il faut avouer que ça procurait un petit peu de satisfaction personnelle. Là, ça s'est passé en Guyane en l'espace de 20 ans, de paradis à enfer. Oui. Le Suriname à côté, c'est le trafic de drogue, donc la criminalité qui va avec, donc la violence qui va avec. Non. Non? Non, pas du tout. Parce que là-bas, un voleur, il ne discute pas. Il le tue tout de suite. Ah bon, ok. Je croyais que c'était chaotique. Toute la racaille du Guyana et du Suriname, ça vient en Guyane française. Ah bon? Oui, ben oui. Nous, quand on en capturait un avant de le tabasser, le mec il gueulait comme un malade. Menez-moi à la gendarmerie! Menez-moi à la gendarmerie! Ben, attends, on va t'y emmener à la gendarmerie, mais avant, il y a quelques formalités à remplir. Donc, je sais pas. Un formulaire de BAF en plusieurs exemplaires. Voilà. Payer cash. Est-ce que tu crois que... Ben, la question que je voulais te poser, en fait, c'est... Est-ce que tu crois que ce genre de situation-là que tu as connu en Guyane
il y a un contexte particulier, il y a la question de l'or, il y a les réfugiés. Mais est-ce que tu crois que ça peut se vivre ailleurs aussi facilement? Là, on a la crise des migrants, les soi-disant migrants en Europe, qui c'est pas tout à fait la même chose quand même. C'est pas le même genre de personnes. Ils n'ont pas quitté leur pays pour les mêmes raisons non plus. Mais est-ce que tu crois que ce genre de déchéance-là peut se produire en France continentale ou dans d'autres pays européens ou en Amérique du Nord? Tout à fait, parce que, si tu veux, je pense qu'à une époque où on devrait être romain, on n'est même pas italien. Le problème, il est là. Quand il y a quelqu'un qui vient chez toi, tu l'acceptes volontiers, gentiment, tu lui payes à manger, à boire, mais s'il commence à grimper au rideau, tu vas quand même, tu vas avoir le droit d'être légèrement contrarié et de lui faire remarquer avec les moyens qui s'imposent. Mais si ces gens-là, ils rencontrent aucune résistance, s'ils roulent comme sur un billard, tôt ou tard, ça va partir en brioche. Tu vois ce qui se passe à Marseille, les trafics de drogue, les règlements de compte, etc. Les cambriolages dans les campagnes, les vols de bétail. Maintenant, les gens, ils vont dans les champs, ils tuent une vache, ils tuent sur place, ils repartent avec les quartiers, terminé. Voilà, c'est vachement grave. Les flics, ils sont débordés. Et puis quand ils les arrêtent, le système judiciaire, avec le soi-disant syndicat de la magistrature, c'est le syndicat du crime, ces gens-là. Ils protègent plus les délinquants que les victimes. De tout. Tu es condamné à moins de 2 ans de prison, tu ne vas pas en prison, tu es relâché tout de suite. Ben moi, j'ai parlé avec plusieurs gendarmes et policiers français. Et ils ont peur de sortir leurs armes. Ben, évidemment. Ils ne leur est même pas accordé le préjudice de la légitime défense. Et c'est eux qui, normalement, ils sont payés pour assurer le mort. T'en as combien qui meurent en service tous les ans, victimes de ça, ils ont peur. Moi, j'ai des copains policiers, chaque fois que je parle avec eux, ils sont déprimés, ils sont découragés, démotivés complètement. Et puis, bon, il suffit qu'il y ait un petit truc, tout de suite, un regard de travers, un rassemblement ethnique, qui leur tombe dessus, ceux qui se font caillasser. Bon, ça c'est vraiment, moi j'appelle ça la décadence. Et il arrive un moment, moi je me demande si on mérite, si les Français, ils méritent encore d'être défendus. Là, j'ai passé presque 2 mois en France, janvier, février. Les gens, ils sont sinistres. C'est la sinistrose, la tristesse. Et tu sens que la situation, c'est un petit peu électrique. Je crains que, pour le moment, là, ils disent pour rien, quoi, ils subissent, ils sont plus ou moins cauteleux. Mais cette ambiance électrique, là, ça risque de dégénérer brutalement, tu vois. Et puis alors là, une fois que ça va être démarré, pour arrêter ça, ça va être grave. C'est dommage. T'es joyeux, t'es joyeux. Mais si on abordait un sujet un petit peu plus joyeux, justement, tu vis maintenant en Bolivie. Oui. Peux-tu nous parler des raisons pour lesquelles tu es allé en Bolivie? Et après ça, je vais te demander de nous parler d'un de tes projets qui est très intéressant, celui d'une BAD. Ok, pas de problème. Donc, pourquoi la Bolivie? On avait passé 10 ans au Québec, dans un coin représentatif du Québec. On a parlé. Donc, on a quitté le Québec et je te disais tout à l'heure que la forêt amazonienne, c'est ce que j'ai vu le plus beau de toute ma vie. Donc, retour en Amazonie. Mais là, en tant que retraité, puis dans un pays sympa, avec un pouvoir d'achat correct et une qualité de vie bien. Donc, on s'est renseigné et puis on a choisi la Bolivie. On ne le regrette pas du tout. Là, voilà, il fait actuellement 31,6. Pour toi, une chaleur à Cablan. Ah, c'est trop, c'est trop. Donc, pour nous, on est bien. Et puis, Bolivie, c'est un petit peu comme l'Espagne des années 50. Tu as beaucoup de convivialité, les gens sont chaleureux, tu as de la musique,
moi, je suis fatigué des invitations à des baptêmes, à des anniversaires. Tu croises des gens dans la rue, bon, on habite une ville à 150 000 habitants, les gens, ils te saluent, bonjour monsieur, bonjour madame, tu discutes avec eux, ça sourit. C'est rare, c'est rare ça maintenant. Ah oui, tu as un paquet assez lourd à bouger, t'en as le seul endroit où j'ai vu ça, c'est dans des petites villes, ben petites, moyennes villes de Floride, où les gens, de parfaits inconnus, se croisent dans la rue et se disent « Good morning, good afternoon ». Les flics, tu croises les flics, ils te sourient et ils te disent good morning. Ben ici, tu croises un flic, tu passes au feu rouge, il ne te siffle pas. Il y a beaucoup de daltoniens ici. Non mais disons, c'est très agréable à vivre. Les gens, ils sont sympas. Et ils sont assez pauvres, mais ils ont une générosité, une joie de vivre, une hospitalité. Au plan humain, ça te donne de sévères leçons. Je ne veux pas parler mal du Québec ou de l'Amérique du Nord, mais c'est très consumériste, très société de consommation. Ici, non. On a des amis, là, ils n'ont pas assez d'argent pour se payer le repas du soir, mais ils t'invitent à manger. On a eu des clients québécois qui sont venus tout de suite, ils les ont invités à manger gratuitement. Ils sont fiers. Ils sont très honorés de recevoir un étranger chez eux. C'est un peu le sens de l'hospitalité qui existait jadis dans nos sociétés. Tout à fait, avec la notion de solidarité. Par exemple, ils n'ont pas trop de sécurité sociale, et quand il y a un malade, quelqu'un qui a besoin de soins ou d'argent, ils organisent des réunions, et puis ils lancent une forme de souscription, alors chacun il donne ce qu'il peut. Oh, c'est impressionnant, quelque part. Et si tu veux, pour arriver à ce projet de base autonome durable, j'ai choisi cette destination justement dans cette optique. En me disant qu'en cas de crise, et contrairement aux pays occidentaux, le différentiel pouvant exister entre le niveau de vie avant la crise et celui du temps de crise, il sera beaucoup moins élevé ici que dans un pays occidental. Ouais. Et j'en ai déduit, si tu veux, que les risques de pillage, d'agression, de convoitise en tout genre seraient beaucoup réduits. Ça, c'est un facteur sécuritaire que les gens oublient trop souvent. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont habitués à faire ça, quand l'argent ne circulera plus, ils vont quand même déjà savoir comment se débrouiller, comment se nourrir, ce qui fait qu'ils n'auront pas l'idée d'aller piquer la bouffe chez leurs voisins. Et puis en plus, si tu veux, culturellement parlant, ils n'ont pas perdu le contact avec la nature. Ils savent pêcher, ils savent chasser, ils savent cultiver des agrumes. Ils se débrouillent. Ils sont déjà un peu en mode autonomie, quoi. Voilà. Mais tu veux quand même construire une base autonome durable. Parce que tu crois quand même qu'il va y avoir un effondrement global. Voilà. Oui, ça j'y crois. De toute façon, comme le dit Pierrot dans son bouquin, quand Noé a commencé à construire son arche, il ne pleuvait pas encore. Donc, je crois qu'il faut se préparer. Donc là, j'ai repéré un coin qui m'a semblé idéal pour ça. Je veux faire ma base là-dessus, mais je souhaiterais avoir, sur ce secteur, enfin, premier secteur, je souhaiterais avoir 2 voisins avec un projet similaire, de façon à assurer, ne serait-ce que la surveillance éventuelle, l'entraide, un projet basé sur l'entraide. Chacun est propriétaire de son truc, est complètement indépendant. Les habitations, ça sera à 200 mètres l'une de l'autre, que ça soit garanti un minimum d'intimité. Mais, disons, une petite collectivité de 3 structures qui, basée sur le mode d'entraide qu'on connaissait il y a 50 ans en arrière dans les campagnes françaises. Donc, le coin, c'est à 1h30 de Trinidad en véhicule.
Donc c'est isolé sans être isolé. C'est sur le territoire d'une hacienda de 1700 hectares. Là, je me suis associé avec le gars, donc lui, il va vendre les terrains, et en même temps, il est architecte et entrepreneur. Donc, il va assurer la construction des bâtiments selon les désirata des gens qui voudront vivre. Ça va démarrer, bon, il faut un minimum de 30 hectares pour faire un potager, d'avoir un petit élevage familial, des poules, des canards, etc. Un plan d'eau pour faire du poisson, bien qu'il y ait une rivière très poissonneuse juste à côté. Il y a énormément de gibier, donc est inclus dans le marché le droit de chasse sur les 1700 hectares. Mais je ne veux pas plus de 3 structures, si tu veux, pour pouvoir gérer ça de façon durable. Parce que si on est 50, avec 50 fusils, là, le gibier, en peu de temps, il va disparaître. Ouais. Mais bon, du poisson, il y en a en quantité industrielle. Des caïmans dans les pâtures, il y en a à gogo. Tu ne peux pas mourir de faim, aussi. Tu as des canards en quantité, tu sais, des capiailles, des capybaras, c'est le plus gros rongeur du monde, 70 kilos. Ici, ils ne mangent pas. Pendant une quantité industrielle, il y en a même envie de passer à côté. Et ça se mange. Ah oui, c'est très bon. Tu as des cochons sauvages, tu as plein de bestiaux. Puis bon, tu peux avoir ton élevage, tu as ton manguier, tu as tes papayers, tes bananiers, tes avocatiers, tes citronniers, etc. Moi, j'ai calculé qu'une fois lancé, avec 150, 200 par mois, tu dis comme un roi. Ah, c'est bien. Oui. Voilà, 150 ou 200 euros, c'est le carburant, comme ça. Les caisses de bière, ça fabrique la bière toi-même. Donc, on démarre, je t'ai envoyé les liens, je ne sais pas parler, on démarre à peu près à 70 000 euros pour avoir ta base de clients. Donc voilà, je profite de cet entretien pour faire un peu plus. S'il y a des gens qui sont intéressés, de me contacter par email. Les formalités d'immigration en Bolivie sont très simples. Vous ne connaissez rien à la forêt amazonienne, il n'y a pas de problème, on peut vous assurer une formation. Ah ben oui, hein. Le vieux Broussard. Le vieux Broussard est là pour ça, et puis bon, je connais quelqu'un aussi. Ah ben, c'est génial. Ben écoute, je vais relayer toutes les informations que tu m'as envoyées par courriel. Je vais les mettre sur mon blog, sur mon YouTube, etc. Parce que je connais moi-même un Marseillais qui veut s'en aller en Amérique du Sud. Et il va se reconnaître. Daniel. Marseille, c'est la capitale du pastis. Oui. Justement, c'est dans ces projets. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui méditent à partir. Il y a beaucoup qui veulent venir au Québec. Il y en a d'autres qui veulent aller ailleurs, et notamment l'Amérique du Sud. Et moi, à ma connaissance, la Bolivie, c'est un pays qui est plutôt stable, plutôt paisible. Bon, ça, c'est mon téléphone. Je croyais que j'avais coupé. Désolé. Et il y a quand même une stabilité sociale. Il y a de la pauvreté, mais c'est une pauvreté digne. C'est pas une pauvreté crasse. Et les gens ont des valeurs. Ceux qui veulent retrouver un monde où ça veut dire quelque chose, avoir des valeurs, c'est un bon endroit. Je précise tout de suite que les éventuels candidats, là, c'est des babacous, des fumeurs de joint, des amateurs de garage, de vaisseaux spatiaux, comme on dit à plus garage dans l'autre. Merci de passer votre chemin, de m'éviter vos hallucinations et vos délires. De toute façon, ça ne fait pas partie de mon lectorat. Ces gens-là, il y en a peu, et quand ils se manifestent, ils comprennent assez vite qu'ils ne sont pas au bon endroit. Exactement. Non, moi, c'est des gens sérieux quand même à qui je m'adresse. Et des gens sérieux pour une activité sérieuse dans un contexte très sérieux. Oui. C'est ça. Et quelqu'un qui est intéressé, qui voudrait acheter une BAD dans ton développement, ça prend combien de temps? Les procédures d'immigration, la construction, tout ça?
Tu arrives en Bolivie, tu as droit à rester 3 mois en tant que touriste par an. Mais à l'intérieur de ces 3 mois, tu déposes ton dossier d'immigration, du temps que tu l'as pas fait, tu restes. Alors, tu as un premier truc d'1 an, tu renouvelles au bout d'1 an pour 2 ans, et puis après, pour 5 ans, tu peux demander la nationalité bolivienne. Mais c'est facile, c'est simple, ça coûte moins cher qu'au Québec. Puis, sur Trinidad, on connaît des personnes qui s'en occupent, c'est beaucoup plus simple. Alors, par contre, ici, ils ont le syndrome de la photocopieuse. Il faut des photocopies, ça y va, ça y va, ça y va. En arrivant, je le savais, je me suis acheté une imprimante, et pour un nom, photocopiable. En tout cas, quand tu dis clé en main, c'est vraiment clé en main. S'il y a des gens à Trinidad qui peuvent prendre charge du dossier d'immigration, des transactions immobilières, tout ça. Là. Oui, tu vis à Trinidad. Hugo, mon associé, il habite à Trinidad. Le gars, il vient, on va voir les lieux, on dit voilà, le projet est là, le terrain est déjà déposé, t'as ton plan d'eau à côté, t'as la forêt derrière, t'as le gibier qui va venir sur ton terrain, bon, il faut clôturer chacun de ses choix, quand même. Et puis, selon le bâtiment à construire, au bout de 3 mois, c'est construit. 3 mois de chez toi. Et puis en plus, ben, l'espagnol, c'est pas si difficile que ça à apprendre pour nous, pour des francophones. Le quechua, je sais pas par contre. Alors là, le quechua, même sous la torture, moi, je sais rien, mais je dirais tout. Mais sinon, en parlant espagnol, tu peux très bien vivre. Ah oui. L'espagnol, c'est le passeport. Hein. Je parle espagnol. Moi, avec mon accent, il croit que je suis espagnol. Ah ouais? Il ne détecte pas le mot des Français qui se cache derrière. Ben écoute, je pense que ça fait pas mal le tour de la question. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter? Faire un petit peu de pub pour mes livres. Oui, parce que tu as écrit plusieurs livres. Alors, tu nous as écrit plusieurs livres qui parlent de ton expérience en Guyane. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, j'avais des amis, ils me disaient, ouais, tu écris bien, est-ce que tu peux nous faire un livre? Ok, allez, je vais vous faire un livre. Et j'ai commencé donc une série romanesque intitulée Guyane Killer. Et, encore une fois, ça n'a rien de gore. C'est pas un livre d'épouvante. C'est un chasseur, protecteur en définitive, qui connaît bien la forêt amazonienne, qui utilise sa connaissance de la forêt amazonienne pour se sortir des situations plus ou moins inextricables dans lesquelles le plonge l'intrigue. Alors j'ai écrit 4 tomes de cette série et j'ai été repéré par les militaires qu'il y avait en Guyane qui me l'achetaient pour les revendre à leurs appelés pour, au titre de formation à la forêt guyanaise. Parce que dans chaque livre, je livrais quelques astuces pratiques qui permettaient de faire des pièges, de sortir du caca, etc. Et un jour, j'ai été contacté par le directeur artistique de Mylène de Mongeau, que au Québec vous connaissez bien, parce qu'elle a tourné pour quelques arpents de neige. Oui, ok. C'était l'épouse de Georges Simenon, de Marc Simenon, okay. Le fils de Georges Simenon, qui est le plus grand auteur policier français. Oh oui, oh oui. Donc, j'avais été contacté par Marc Simenon, époux de Mylène de Mongeau, et il me dit, Joël, on va faire des films avec les bouts. Alors, ok, pas de problème. Il dit, ça y est, me voilà, pour Nirvana. Riche et célèbre. De l'écrivain, la renommée, la gloire. Ok, donc on est en train de discuter les formalités du contrat, qu'est-ce qu'on allait faire, et j'ai écrit le 4e tome avec un rôle spécial pour Mylène de Mongeau, qu'on voit
dans Milady, quelques arpents de neige, dans plusieurs films. Mais quand on va à Paris, on va loger chez elle. C'est une amie. Donc, j'ai écrit ce 4e tome avec un rôle spécial pour Mylène. Et manque de peau, son mari, donc, qui était producteur et réalisateur, il s'est tué accidentellement en descendant les escaliers qui mènent à son bureau. Donc, adieu, veaux, vaches, cochons, couvées, la gloire, etc. Bon, maintenant, je vends les bouquins par Internet. Donc, toi, la série Guyane Killer, qui dénonce fortement les magouilles qu'il peut y avoir en Guyane, qui n'est pas donc un truc d'épouvante dans son titre. Moi, j'ai mis Killer pour accrocher l'attention du lecteur éventuel, et qui est environnementaliste, qui divulgue quelques secrets bien gardés de la forêt amazonienne. Ensuite, j'en ai écrit un 5e, ça s'appelle Bref de Guyane, c'est l'équivalent de Bref de comptoir, et c'est quelques anecdotes qui créent l'atmosphère d'une certaine Guyane qu'on a connue à l'époque où ça tournait bien en commun. Et j'en ai écrit un autre plus épais, qui fait presque 600 pages, c'est donc le manuel du vrai Broussard, qui récapitule tout ce que m'ont appris les Bushinagés, les Amérindiens, tout ce que j'ai pu apprendre à leur contact en forêt amazonienne. Donc, il livre tout un paquet d'astuces, de techniques, de connaissances pratiques, des trucs de terrain, j'en sais rien, l'influence de la pleine lune sur la reproduction du scarabée forêt, tu ne trouveras pas ça dans le bouquin, c'est des trucs pratiques. C'est pas des trucs de fumeurs de shit. Non. C'est des trucs pratiques. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Voilà. Des trucs de terrain qui permettent, disons, d'avoir une bonne approche de la forêt amazonienne, de la démystifier surtout. Et d'autre part, si tu suis un petit peu ce que je préconise dans cet ouvrage, tu peux rentrer en forêt tranquillement. D'ailleurs, j'ai reçu plusieurs témoignages de gens qui s'étaient perdus en forêt. Ils m'ont remercié de leur avoir sauvé la vie parce qu'ils avaient suivi les préceptes, enfin, de ce que je préconise dans mon bouquin en cas de perte, etc. J'ai reçu des messages de gens de Nouvelle-Calédonie piqués par une raie venimeuse qui, grâce aux techniques que je donne, on peut éviter des souffrances qui peuvent être mortelles. Et des trucs simples, des machins qui étaient sur le terrain. Ben, comment il s'appelait l'Australien qui est mort justement d'une attaque d'une raie? Il y avait un Australien, là, genre aventurier de la télé, là. Ben, ça aurait été un bon truc pour lui, hein. C'est des trucs simples, mais essentiellement pratiques. Alors, bon, je vais te faire un aveu, je suis beaucoup moins pêcheur que chasseur. Et pour essayer d'arriver au même niveau de sérieux en matière de pêche qu'en matière de forêt, j'ai fait appel à un ami que j'ai connu en Guyane, qui est un spécialiste de la pêche. Et donc, lui, il a traité le côté pêche. Moi, je me suis contenté du reste, de la forêt, des pièges, etc. Voilà. Et en cette époque de droit de la femme, de droit entre guillemets, j'ai confié la partie cuisine à ma charmante épouse qui livre quelques recettes de cuisine, de brousse, peut-être du caïman, voilà. Mais t'as pas de poulet aux hormones. Qu'est-ce que ça goûte le caïman au fait? Alors le caïman, c'est une viande exquise qui se situe, c'est une viande très blanche qui se situe entre le poulet et le poisson. Voilà, c'est au milieu. Mais c'est excellent. Mais il faut l'accompagner avec des sauces. C'est la réussite et le réside. La réussite de ta recette culinaire et la réside dans les sauces que tu sers pour accompagner la viande. Parce que la viande toute seule, elle est assez fade. Ah, ça goûte pas grand-chose. Ça n'a pas goût grand-chose. Mais il faut la relever avec des sauces. Mais tiens, tu peux donner la recette du caïman en papier. OK, oui. Je la publierai, oui.
Avec le réchauffement climatique, on ne sait jamais. Ah, ben écoute, il peut en avoir chez nous. Je vais faire un petit peu de pub pour mes livres. Oui, oui, parce que tu as écrit plusieurs livres. J'en ai un exemplaire ici, c'est le seul que j'ai. Alors, j'avais intitulé ça Guyane Killer, pour faire l'accrocheur. Ça, c'est le 4e tome. Il fait 500, pratiquement 550 pages. Alors lui, là, je l'ai publié après avoir quitté la Guyane, parce que je ne voulais pas avoir un accident de chasse en allant à la pêche. Ça traite de l'orpaillage d'une magouille politique qu'il y a autour. C'est un roman, officiellement. Mais bon, certains ne pourront pas ne pas se reconnaître. Ben, je mettrai un lien vers ta page où tu vends tes livres, avec tous les titres. Un lien pour te contacter aussi. Est-ce que je peux divulguer ton adresse courriel? Oui, il n'y a pas de problème. OK. Et puis, ça va être sur mon blog, ça va être sur ma page YouTube. Enfin, on va s'arranger. Je trouve ça important que les gens te connaissent. Je trouve important que les gens... Oui, pas de fausse modestie. Je trouve ça important... Pas de fausse modestie, esti. Ça, c'est québécois, ça. Je trouve ça important que les gens entendent ce que tu as à dire. Parce que même dans le milieu survivaliste, il y a des gens qui se disent « Bah, ce ne sera pas si pire. » Mais c'est si pire. Puis encore, il y a quand même l'administration française, la gendarmerie, l'armée, qui maintient une apparence d'ordre. Mais si tout ça s'effondre, il n'y a plus rien qui va tenir. Hein? Il n'y a plus de balises. Il y a une apparence d'ordre. Pourquoi? Parce que les salaires continuent à être payés, les allocations familiales aussi, les retraites aussi. Mais là, je rentre de France. Quand je me balade en ville et que je vois les profils des jeunes qui sont supposés me payer ma retraite, ben, franchement, je me pique à l'angoisse. Il y a du souci. Et puis même si c'est pas de leur faute, parce que bon, les Américains avec leur planche à billets, ils sont bien gentils, mais ils vont précipiter la chute, l'effondrement du système économique et monétaire. Bon, à partir du moment où il n'y a plus d'argent, et qu'il ne peut plus sortir d'argent en distributeur, il n'y a plus rien, au bout de 3-4 jours, les supermarchés, c'est vide. Oui. Il n'y a plus d'essence de station-service. Tu fais quoi quand tu habites Montréal? Bon, ben, tu es obligé de sortir de la ville. Bonne chance. Il n'y aura plus rien. C'est pas compliqué à vivre. Tu essayes de mettre de côté. Tu touches pas à l'argent que tu gagnes tous les mois. Essaye de vivre comme ça. Pour avoir une petite idée de ce que ça va être. Mais aussi, il faudra rajouter l'agressivité de tous les gens qui vont crever la dalle parce qu'ils n'auront pas pris les précautions nécessaires avant, en temps utile. Ce qui me fait penser, en Bolivie, au niveau des armes à feu, ça a l'air de quoi? Est-ce que c'est facile? C'est très réglementé, mais bon, tu peux avoir une 22, tu peux avoir une arme à feu, mais disons, il y a tout un processus. Tu peux venir avec une arme personnelle, tu peux venir avec 3 armes personnelles. OK. Voilà. C'est un peu comme en France, finalement. Ah, c'est beaucoup plus strict. Ah oui, OK. Oui, c'est strict. Mais ça explique aussi que il y a énormément de gibier. La Bolivie, c'est le premier pays au monde en matière d'oiseaux, de faune avicole. Du poisson, il y en a énormément aussi. Je t'ai envoyé la recette du caïman en papillon. Oh, oui. J'attends de me trouver un caïman pour l'essayer. Je pourrais toujours essayer avec un crocodile ou un alligator, c'est caïman pareil. C'est caïman pareil. Il me semble, dans la rivière des Outaouais, j'ai vu un œil rouge. C'était plutôt une bagnole de la Sûreté du Québec. Probablement. Alors, je signale aussi que mes bouquins, malgré le titre Guyane Killer, bon, il y a quelques cadavres, évidemment, pour mettre un peu d'action, mais ça n'a rien de gore. C'est pas le pain de sang. C'est plus environnementaliste et plumes trempées dans l'acide qu'autre chose. Par exemple, le sens des douaniers guyanais que tout le monde sait pour être hyper développé. Mon 3e ouvrage, là, ça m'a valu 3 contrôles de douane sur mon conteneur d'effets personnels à destination du Québec. Ah oui?
Ouais. 3. Je m'en suis bien tiré, ils ont rien rajouté de compromettant. Je remercie à ceux qui ont contrôlé, je ne sais pas ce qu'ils ont trafiqué dans mon conteneur. Je ne sais même pas si c'est les douaniers. Je ne peux pas accuser formellement, j'ai pas de preuve. Mais c'est pas le maraîcher du coin qui a gratté dans mon conteneur. Il a 4 kilos. État de droit, hein? Mais moi, j'appelle un chat un chat. Ah ouais. Celui qui c'est pas écrit avec de la guimauve, c'est parfois trempé dans l'acide. C'est politiquement incorrect. Voilà. Tant mieux, c'est comme ça qu'on aime les choses. Ben oui. Quand tu dénonces un machin, c'est quand même assez jouissif. Ouais, ben, je sais pas si tu as vu les discussions que j'ai faites avec Pierrot. Ah, je suis régalé. On n'a pas la langue dans notre poche. C'est Pierrot qui parle plus parce que, bon, il est plus volubile. Et puis, bon, je le laisse aller parce que, dans le fond, il dit des choses avec lesquelles je suis en accord. Mais il faut voir de quoi ça a l'air aussi quand c'est pas enregistré. C'est encore plus juteux et croustillant. Ben, c'est comme nous, ce qu'on disait hier quand on s'est parlé. Attends, on est quand même libre de dire et de penser. Non. On n'est plus libre de penser. Non. Ah, bon, même. Tu vois, Anonymous aurait pu capter notre conversation d'hier. Oui. Bon, alors, il s'est arrêté. Ah ben. Est-ce qu'ils viennent me chercher en Bolivie? Bonne chance. On s'offrira une petite balade en forêt. Avec un petit accident de chasse à la clé. On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Les caïmans, c'est vorace, un caïman. Bon, allez. Ben, écoute, Joël, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. Puis on va se recontacter, c'est certain. Je te souhaite bonne chance avec ton projet de BAD. On en a parlé offline hier. Moi, j'ai trouvé que c'était solide. Si vous voulez plus d'informations, ben, vous pourrez contacter Joël. Les coordonnées vont être sur ma page, sous la vidéo. Je pense que vu le profil des gens qui fréquentent ton site, je pense qu'il y aura des personnes intéressées, que ce soit pour se réfugier dans un coin tranquille ou même un simple retraité qui veut vivre une expérience de vie tranquille et puis sortir de son HLM, métro, au dodo. Voilà, un contexte sympa. Parce que quand tu fais le tour, tu prends un globe terrestre, tu dis tiens, un coin tranquille, qu'est-ce qui reste là-dedans? Bon, t'enlèves tous les pays, la Taliban, l'Europe, bon, on n'a plus rien à y apporter, c'est pratiquement une république islamique. L'Amérique du Nord, c'est trop consumériste. Le mec qui veut vivre tranquille, il reste quelques coins en Amérique du Sud. On parlait hier de l'Argentine. Tu as beaucoup d'inflation, tu as besoin de changer de l'argent, tu changes ce dont tu as besoin à 8 heures du matin, et tu attends à midi pour rechanger si tu en veux davantage. Entre 8 heures du matin et midi, tu vas manger au restaurant, à la limite, le prix du menu, entre l'apéritif et le digestif, il va évoluer. Puis c'est un stade. Il reste quoi? Le Chili, l'Uruguay et la Bolivie. Mais la Bolivie, peu de gens ont confiance parce que c'est comme politiquement, ils sont en désaccord avec les États-Unis. À l'Amérique du Nord qui bave énormément sur la Bolivie. La Bolivie que j'ai trouvée, ça n'a rien à voir avec la Bolivie dont j'avais entendu parler pendant que j'étais au Canada. Ben, il ne faut pas se fier aux médias. C'est l'autre face que la média. Enfin, ben écoute. La désinformation officielle. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite bonne chance. Puis on va se reparler bientôt, ne serait-ce que pour prendre des nouvelles de ton projet. À soigner tes là, mon dos, il commence à être mieux, là. Évite de faire, ne pas confondre un trapèze avec un échafaudage. Ouais, bon. Ça pareil. Ben, salutations, Joël. Eric, merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Bye bye.
Ouais.